Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes arrivé à la phase finale du déploiement d'une application Spark. Très bien. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est soumettre notre application Spark en production, puisque dans la session précédente, nous avons appris à créer le package jar de votre application Spark. Et c'est ce que vous êtes maintenant capable de faire. Dans cette session, nous allons finaliser le déploiement d'applications Spark en production par la mise en production effective de notre package. Donc, avant d'ouvrir l'outil de commande Windows, dans l'outil de commande en ligne Windows et d'exécuter notre Spark Summit, il est quand même important de savoir comment est-ce que ça se passe en prod parce que là, le déploiement que je vais vous montrer là, il est en local. C'est important que vous sachiez comment ça se fait en production. Donc, pour exploiter notre jar, en réalité, en production, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le charger dans la machine principale du cluster. Il faut charger ce jar ici dans le nœud de référence du cluster sur lequel Spark est installé ou sur lequel les processus Spark tournent. Vous vous souvenez, sur ce schéma, j'avais ajouté client ici, mais je n'avais pas expliqué. En fait, je n'avais pas expliqué parce que le moment n'était pas opportun. Maintenant, le moment est opportun. En fait, ce qui se passe, c'est que vous, lorsque vous développez votre application, que ce soit dans les vrais projets ou pas, vous développez votre application sur votre PC, donc sur le PC que la société va vous donner. Donc, vous êtes le client ici. Quand vous avez fini de développer, vous avez fait tous les tests, tout est OK. Vous déployez votre application, du moins vous ne le déployez pas, mais vous transportez le jar de votre client vers le nœud de référence. Donc, vous devez trouver le moyen de transporter ce jar que vous avez déployé. Ce jar-là, vous devez trouver le moyen de le déployer, du moins de le transporter de votre machine vers la machine principale du cluster Spark. Donc, vous faites cela grâce à ce qu'on appelle un client SSH. Le client SSH, c'est un outil qui va vous permettre d'établir une connexion sécurisée entre votre PC et le nœud de référence, du moins, et un serveur de façon générale. C'est lui que vous allez utiliser. Et donc, voici le schéma correct. Donc, vous êtes sur votre poste, vous utilisez un client SSH et grâce au client SSH, vous utilisez les informations de connexion au nœud de référence et vous établissez la connexion avec le nœud de référence. En général, le client SSH là offre également le protocole FTP. Et donc, grâce au protocole FTP là, il peut transférer les fichiers du nœud de référence vers votre poste local ou de votre poste local vers le nœud de référence. Et c'est justement grâce à ce protocole FTP que vous pouvez transférer les fichiers, du moins le jar, de votre client, donc de votre machine, vers le nœud de référence. Notez qu'en tant que développeur Big Data, vous aurez des accès spécifiques au nœud de référence du cluster. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, on va vous donner des accès. Donc, vous aurez un mot de passe, des informations d'authentification, quoi. Un peu comme dans une base de données. Quand vous voulez vous connecter à une base de données, vous avez besoin de vos informations d'authentification. Ces informations définissent les niveaux d'autorisation que vous avez. En d'autres termes, ces autorisations, du moins ces informations définissent ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire sur le cluster. En tant que Big Data ingénieur, vous aurez forcément ces informations et vous aurez le droit, du moins, vos informations d'authentification vont souvent vous donner le droit d'exécuter des programmes, d'exécuter des commandes shell ou des commandes, bref, d'exécuter des commandes sur le nœud de référence. Donc, vous pourrez exécuter votre Spark Summit dans le nœud de référence. Donc, le client SSH qu'on utilise en général, qui est préféré par les développeurs, c'est MobaXterm. Donc, c'est ça, MobaXterm. MobaXterm, c'est ça. Donc, vous tapez comme ça, MobaXterm. Il y a plusieurs clients SSH. Il y a plusieurs clients SSH. Donc, ça, c'est le client SSH Windows par excellence. Il y a Cygwin. Donc, vous venez comme ça, vous téléchargez MobaXterm. Quand vous serez dans la société, download. Vous voyez, si je reviens ici, vous voyez, le nombre de sessions SSH qu'on peut créer. Donc, lui, il appelle les sessions les tunnels. Parce qu'effectivement, c'est un pont qu'il établit entre votre machine et le nœud de référence, du moins, et un serveur distant. Ça peut être le nœud de référence, ça peut être n'importe quel serveur. Ils disent ici que voici
Le transfert FTP est sécurisé. 360 secondes for TFTP, etc. Donc, le tunnel qu'il établit entre votre machine et la machine distante, là, il met là le nombre de secondes pour le transfert. Donc, c'est très intéressant comme outil. C'est l'outil préféré des développeurs, hein. En général, c'est l'outil préféré des développeurs. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, vous venez là, vous téléchargez la version, vous téléchargez l'une des deux versions, c'est bon. Moi, j'ai téléchargé la version portable. Allons voir à quoi ça ressemble. Donc, je suis sur Mobile System. J'ai téléchargé, le voici. Quand vous téléchargez, c'est un dossier comme ça. Et vous exécutez. Et bon, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous allez venir sur cet outil. Vous allez créer une session SSH comme ça. Cliquez sur SSH. Là, vous mettez l'adresse IP du nœud de référence du cluster. Et là, vous mettez vos informations d'authentification. Donc, ce que l'administrateur vous aura créé sur le cluster. Donc, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Quand vous avez mis ces informations, vous cliquez sur OK. La connexion va s'établir et ici, il y aura deux dossiers. Du moins, il y aura deux catégories. Il y aura ici une catégorie qui va montrer les dossiers qui sont disponibles dans le nœud de référence. Et il y aura une autre catégorie qui va montrer les dossiers qui sont, du moins les chemins, et puis les dossiers qui sont disponibles dans votre PC. Grâce à ça, vous pourrez venir dans le dossier qui contient vos chemins en locaux et vous pourrez donc chercher, naviguer, aller dans le chemin qui contient votre target, donc dans votre target qui contient l'archive JAR et vous pourrez le glisser, déposer dans un dossier du nœud de référence de la machine distante. Et c'est comme ça que vous allez donc là. Et ici, vous avez une session qui va apparaître. Une session d'un client, un peu comme un outil ligne de commande qui va apparaître ici. Et grâce à cet outil ligne de commande, vous pourrez taper du shell, des commandes shell directement depuis le remote. Donc, vous serez sur le remote. Ce que vous allez faire ici va s'exécuter sur la machine remote. Oui, donc, le Spark Submit que vous allez taper va s'exécuter directement sur le remote. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez donc déployer votre Spark Submit. Allons-y, déployons le Spark Submit et voyons à quoi ça fait référence. Donc, pour déployer le Spark Submit, je tape l'outil de commande CMD, je tape CMD et j'exécute en tant qu'administrateur. Et là, ça apparaît. Là, on va utiliser l'utilitaire Spark Submit. Ok, l'utilitaire Spark Submit permet de déployer, de soumettre votre application. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'utilitaire. Vous pouvez directement taper la commande Spark-Submit. Ok, mais ici, je vais utiliser l'utilitaire parce que je suis en Windows. Donc, en Windows, c'est un peu différent qu'en Linux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le répertoire d'installation de Spark. C'est là où je veux en venir. Donc là, je suis déjà sur mon dossier. Voici mon dossier Spark, le dossier d'install de Spark. Donc, je clique dessus. Voici le bin. Donc, je copie ça. Et ici, je fais CD. Tac, je mets comme ça. Et je suis directement dans le bin. Donc, si je fais dire, voici les trois utilitaires de Spark Submit. Donc, on a Spark Submit, on a Spark Submit CMD et on a Spark Submit 2. D'abord, il y a la version chez la version Windows. Donc, je vais exécuter Spark Submit, comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, je rentre les commandes, le master. Non, je mets d'abord la classe. La classe. Quelle est la classe qu'on veut exécuter? Là, on a 12 classes. Vous n'êtes peut-être pas 12 en fonction de la formation que vous suivez. Vous choisissez une classe que vous allez exécuter. Donc, moi, je choisis UseCaseBano aussi. Je vais utiliser UseCaseBano. On se souvient, UseCaseBano, il prend le fichier Bano. Ça, c'est le cas d'usage du premier chapitre, de la première partie de la formation. Donc, il prend le cas UseCase, donc il prend les données du Bano et il crée un fichier CSV pour chaque département avec certaines modifications. Donc, je vais m'assurer déjà que le fichier est là pour que l'application ne plante pas en production ou l'application ne génère pas une erreur. Donc, il est bien là. Le voici. Il est bien là. Donc, vous pouvez exécuter ce que vous voulez, hein. J'ai mis ce cas parce qu'il est plus parlant pour moi qui enseigne le cours. Donc, vous écrivez le nom tel qu'il est là, UseCaseBano. Donc, c'est UseCaseBano.
use case Bano, comme ça. Vous n'avez pas besoin de mettre point classe. Ensuite, vous mettez le master. Le master, c'est le local host. Vous pouvez indiquer comme ça, par exemple, le nombre de processeurs, le nombre de processus. Bon, moi, je vais juste mettre local. Et ensuite, vous indiquez le chemin de votre jar avec le nom du jar. Donc, le voici. Voici le chemin chez moi. Donc, voici le chemin. En Windows, le chemin s'indique dans les guillemets. Okay, dans les guillemets du 3. Je pense que c'est 3. Mais en Linux, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ici, je n'ai pas mis les guillemets. Les guillemets sont vraiment spécifiques à Windows. Mais sinon, le chemin en général, ça ne se met pas en guillemets. Okay, ça, c'est spécifique à Windows. Et aussi, comme vous le savez déjà, en Windows, ce n'est pas le slash qu'on met avec Spark. Pour indiquer un chemin en Windows, on met plutôt le backslash. Dans certains cas, un double backslash. Donc, je vais copier ça. Et à la fin, vous mettez le nom du jar avec l'extension. Donc, le nom du fichier de l'archive jar avec son extension. Donc, je copie ça. Je colle comme ça. Je vais agrandir la fenêtre. Et, tac, j'exécute. Voilà, là, il commence à s'exécuter. Voilà, là, comme j'ai soumis, il commence à exécuter. Voilà, ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas d'erreur, il est en train d'exécuter. Donc là, il y a une centaine de fichiers à créer. Et donc, c'est en train de fonctionner, c'est en train de s'exécuter. Oui, la CSV data source, not conforme, c'est en train de s'exécuter. Donc, voilà un peu comment on déploie une application Spark en production. Je tiens à vous féliciter parce que si vous avez commencé au début de la formation, vous êtes arrivé jusqu'à ce stade, ça veut dire que à partir de maintenant, vous êtes capable de partir d'une feuille blanche, de développer, du moins de concevoir l'architecture d'une solution Spark, de la développer entièrement, de la rendre robuste et de la déployer en production. Donc, nous allons finaliser la formation avec le monitoring. Le cluster est un environnement qui est très hostile. Donc, il faut être capable de monitorer votre job, identifier les problèmes qui font qu'il ne s'exécute pas correctement pour savoir en fait comment modifier votre programme. Donc, c'est ce que nous allons faire à partir de la session suivante. On fait une petite pause et on revient. Merci. À tout de suite.